Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Ils ont été élus dimanche dernier pour siéger à la Haute Assemblée. 4 sénateurs sur les 6 que compte le Limousin sont dans Dimanche en politique. Ce matin, nouveaux venus ou sortants réélus, membres de la majorité ou de l'opposition, nous allons leur demander comment ils voient leur mandat et le rôle de cette institution souvent décriée. Rendez-vous juste après le générique. Archaïque, inutile et antidémocratique pour les uns, indispensable contre-pouvoir et garant de la stabilité des institutions pour les autres, l'existence du Sénat n'a jamais fait l'unanimité en France. Nous nous intéressons aujourd'hui au rôle des sénateurs du Limousin. Ils ont donc été élus il y a tout juste une semaine pour un mandat de 6 ans au Palais du Luxembourg. Un travail méconnu dans une institution qui est souvent décriée. Vote des lois, commission d'enquête, contrôle du gouvernement. À quoi servent les sénateurs? C'est la question que nous nous posons ce matin dans Dimanche en politique. Avec moi sur ce plateau, 4 invités. Isabelle Briquet, bonjour. Bonjour. Vous venez d'être élue sénatrice de la Haute-Vienne sous l'étiquette PS, votre premier mandat au Palais du Luxembourg. Vous êtes également conseillère départementale. Vous avez longtemps été maire du Palais-sur-Vienne et présidé l'association des maires de la Haute-Vienne. Daniel Chassin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur d'hiver droite de la Corrèze. Vous avez été réélu dimanche dernier pour un second mandat. Vous avez auparavant été maire de plusieurs communes, président aussi de l'association des maires de Corrèze et vice-président du Conseil général. Je signale qu'en Corrèze, Claude Nougin a lui aussi été réélu sénateur sous l'étiquette LR. Christian Redon-Sarrazy, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur PS de la Haute-Vienne depuis dimanche dernier, un premier mandat. Vous êtes encore pour quelques jours maire de Meuzac en Haute-Vienne et vous avez longtemps dirigé l'IUT du Limousin. Enfin, Éric Janssen-Neutas, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Creuse, réélu sous l'étiquette PS depuis dimanche dernier. Vous avez, vous aussi, été vice-président du conseil départemental. Votre collègue Jean-Jacques Lozac a été réélu également sénateur PS de la Creuse. Alors, je me tourne vers les nouveaux élus qui sont ici, Isabelle Briquet et Christian Redon-Sarrazy. Votre victoire, est-ce qu'on peut dire que c'est celle de la gauche unie en Haute-Vienne? Je crois qu'on peut le dire totalement d'ailleurs, puisque les autres forces de gauche, enfin l'autre force de gauche, qui est le Parti communiste et l'ADS, s'est désisté au second tour en notre faveur et les reports se sont très bien faits. Alors la gauche, elle ne détenait auparavant qu'un seul siège en Haute-Vienne, c'était celui de Marie-Françoise Perrol-Dumont. L'autre était occupé par le centriste Jean-Marc Gabouty. Pour vous, c'est une fierté d'avoir un siège supplémentaire pour le département ? C'est une fierté, c'est surtout un intérêt, je crois, pour les élus et les territoires que nous représentons, puisque nous serons 2 à porter la voix des territoires au Sénat. Alors, vous allez siéger dans l'opposition. Quel poids politique est-ce qu'on peut avoir quand on n'est pas forcément dans le camp majoritaire ? Alors certes, il sera moins important que si l'on siège dans le groupe majoritaire. Toutefois, le Sénat est une instance un peu particulière où je dirais, l'opposition est peut-être moins maltraitée qu'à l'Assemblée. Les débats sont plus consensuels et je crois qu'on peut faire avancer un certain nombre de sujets au Sénat, même si nous sommes dans l'opposition. Moins de logique partisane. Éric Janssen-Neutas, vous entamez votre second mandat. Quel conseil vous pourriez donner à vos collègues du groupe PS, puisque vous serez dans le même groupe ? Ils ont déjà bien commencé, bien compris. C'est-à-dire qu'effectivement, au Sénat, on ne travaille pas tout à fait de la même manière qu'à l'Assemblée nationale. On a d'abord plus de recul. Nous sommes, nous, sénateurs, moins sous l'effet des médias, moins de petites phrases. Et donc, ça nous permet de travailler en commission de manière sereine et avec toujours, ce qu'a très bien dit Christian, la recherche, non pas du consensus, mais en tous les cas, du consensus le plus large. C'est-à-dire qu'il y a moins de pression, moins de stress aussi, il n'y a pas les questions gouvernement, il n'y a pas de posture politicienne. Il y a les questions gouvernement, mais il y a sans doute beaucoup moins de posture politicienne. Daniel Chassin, vous partagez ce constat ? Oui, tout à fait. Je pense que dans les commissions, on travaille en bonne intelligence avec toutes les sensibilités. Il y a des propositions dans une commission qui peuvent venir de plusieurs partis qui peuvent être adoptés après en amendement de commission. Par exemple, je pense par exemple à un amendement qui a été adopté en commission des affaires sociales où un étudiant en médecine devra venir dans les secteurs ruraux de déserts médicaux pendant 6 mois après la fin des études, obligatoirement. Alors c'était 1 an, mais bon, il y a eu une menace de grève des internes, donc c'est 6 mois. Mais enfin, c'est l'exemple. Il y avait un amendement PS qui était un petit peu dans le même genre, LR aussi. Moi, j'en avais
porté un dans le même genre. Ça a été un amendement de commission et qui est passé à l'Assemblée nationale. Après, on attend les décrets d'application. Enfin, c'est un exemple. Alors, Éric Janssanotas, vous siégiez dans un autre groupe précédemment, le groupe RDSE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? C'est le Rassemblement démocratique et social européen. C'est quoi la différence avec les autres groupes ? C'est un groupe qui était un peu hétéroclite, avec des élus issus du mouvement écologiste. Il y avait 2 écologistes, des élus issus comme moi du Parti socialiste, mais qui étaient un peu, par rapport au fonctionnement du groupe socialiste, un petit peu à l'écart, mis à l'écart. Donc, certains Creusois y ont vu un pas vers la Macronie. Est-ce qu'ils se trompaient ? Disons que moi j'ai été un peu victime du fait d'être un ami personnel de l'ancien président du groupe socialiste du Sénat, qui est Didier Guillaume, et qui a choisi son parcours un peu politique. Il est devenu le ministre de l'Agriculture d'Emmanuel Macron. Donc voilà, on m'a un peu mis dans la même remorque que Didier. À tort, donc. À tort, en fait, moi je pense que l'opposition systématique dans la période dans laquelle nous sommes n'est pas forcément la meilleure des postures. Donc voilà, moi, mon attitude, et je pense que beaucoup de sénateurs en sont là, c'est-à-dire que ce qui nous paraît convenir et aller dans le bon sens, il ne faut pas hésiter, il faut le voter. Par contre, à nous, à chaque fois en commission, quand on pense véritablement qu'il y a des corrections à apporter, des modifications à faire, eh bien là, il faut contribuer au débat et trouver des alliés au sein de la majorité sénatoriale pour faire passer nos amendements. Alors, on reproche beaucoup à cette institution aussi l'âge de ses membres. Je me tourne vers vous, Daniel Chassaing, vous le prendrez pas mal, hein, j'espère. Vous aurez 80 ans à la fin de votre mandat. Pourquoi avoir voulu reprendre le chemin de cette assemblée-là Alors, donc, la remarque que vous faites est recevable, oui. Tout à fait. Oui, c'est un fait. Absolument. Donc, pourquoi ? Parce que, je suis en forme physique et je pense pas trop dégradé intellectuellement. Et donc, ça m'a intéressé. Si vous voulez, j'ai quand même consulté le président du conseil départemental qui, lui, à un moment, serait peut-être présenté. Donc, à partir du moment où il ne se présentait pas, donc j'ai commencé j'ai souhaité me représenter de nouveau. J'ai pris ma décision début août. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'apprécie le travail du Sénat. Alors, on parlait des résultats de ces sénatoriales. On voit qu'il y a clairement un échec de l'implantation locale de La République En Marche, avec ce scrutin-là aussi. Ça s'est déjà vu au municipal. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que c'est le fait que le corps électoral, justement, ce sont les élus locaux et il y a un manque d'implantation encore ? On l'a vu, M. Gabouty n'a pas été réélu, il était soutenu par La République En Marche. Ça a été le cas de M. Turpina en Creuse aussi. Isabelle Briquet ? Effectivement, le parti, ou la formation politique du président de la République n'a pas de représentation locale et on voit bien que à chaque fois, à chaque élection, les municipales en sont la preuve. Il n'y a pas cette implantation-là. Pour les sénatoriales, c'est la représentation des élus locaux. Donc en toute logique, les votes des grands électeurs ne se sont pas massivement reportés sur des candidats de cette formation ou même soutenus, alors que là, il s'agissait d'un sénateur sortant. Christian Redon-Sarrazy, vous disiez que vous vouliez défendre les territoires ruraux, que c'est pour ça que vous allez au Sénat et que c'est aussi le rôle de cette Assemblée-là, quelque part, de les représenter. Les territoires au sens large, ruraux et urbains, je crois que... Pour vous, La République En Marche, par exemple, est trop éloignée de ces problématiques-là, est trop parisienne peut-être, ou urbaine ? Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, les années passées ont bien montré quand même le manque de considération parfois que pouvait avoir le pouvoir central, le pouvoir parisien par rapport aux élus de terrain. Donc je crois que oui, certains se sont souvenus de certains épisodes d'il y a 2 ans. Alors les Verts ont désormais un groupe au Sénat, ils veulent peser. Le fait qu'ils ne se soient pas retirés en Haute-Vienne au second tour, ce qui n'a pas été le cas des communistes, on en parlait, c'est un regret pour vous, Isabelle Briquet ? Je pense qu'on aurait pu rassembler plus largement à gauche. Après, c'est un choix qui leur appartient et dont il faudra tenir compte lors des prochaines échéances et nous verrons bien cela par la suite. Daniel Chassaing, cette semaine a eu lieu l'élection de Gérard Larcher, donc 4e mandat pour Gérard Larcher à la tête du Sénat. C'est un bon président pour vous de cette Assemblée-là ? Vous avez voté pour lui, je suppose ? Oui, j'ai voté pour lui parce qu'en fait, il permet une majorité sénatoriale très élargie et je pense que c'est un bon président qui traite à la fois la majorité, l'opposition et aussi des groupes qui sont
un peu à la marge de la majorité, ils sont tous traités de la même façon. Donc je pense que c'est un bon président. Et aussi, je rejoins mon collègue, maire de Meuzac, pour dire que le Sénat, c'est vraiment la chambre qui représente les territoires, qui défend les territoires. Je pense que Gérard Larcher fait des déplacements dans toute la France et il souhaite défendre les territoires, différencier les territoires pour qu'ils aient des aides différentes en fonction de leurs problèmes, si vous voulez. Et je pense que le Sénat, justement, est là pour ça, pour apporter tout le poids afin que les territoires soient mieux traités par le gouvernement. Alors les territoires ruraux comme la Creuse, par exemple, et Jean Tsanota, vous auriez un exemple concret de ce que le Sénat a pu faire pour le département, par exemple ? Pour le département de la Creuse, le Sénat, les lois de la République, elles s'appliquent d'abord partout, et de la même manière que l'on soit dans un territoire rural ou que l'on soit dans un territoire urbain. Un exemple précis, c'est effectivement ce que mon collègue Daniel Chassaing expliquait par rapport aux étudiants en médecine. C'est un apport extrêmement important. Cet amendement venu du Sénat est un amendement extrêmement précieux. Alors évidemment, pour l'instant, le législateur a fait son travail. Au pouvoir exécutif de sortir le décret d'application, et nous espérons qu'il sortira très rapidement, parce que on l'a vu tous dans nos visites aux maires dans les communes rurales, l'implantation médicale est un sujet, et l'accès aux soins est un des sujets numéro 1 que nous avons pu observer. Donc ça, c'est une réponse à la vie dans la ruralité, mais également dans le périurbain. Je crois qu'il ne faut jamais trop opposés, soyons prudents, n'opposons pas aujourd'hui le rural, l'urbain. On entend... Puis en Limousin, le rural, l'urbain, c'était jamais très loin. Disons que sans notre ville de Limoges, par exemple, la ruralité limousine, elle serait quoi ? Il faut des locomotives. Et voilà, l'urbain nous apporte énormément. Alors nous avons intitulé cette émission « À quoi servent les sénateurs ?» parce que cette institution, elle est décriée depuis longtemps. En 98, déjà, Lionel Jospin, Premier ministre, il voyait une anomalie parmi les démocraties. Sa suppression a été l'une des revendications des Gilets jaunes il y a 2 ans. Si vous deviez convaincre quelqu'un de ne pas supprimer le Sénat, comment vous vous y prendriez, Daniel Chassaing ? Écoutez, je pense que le Sénat, alors vous en avez parlé un peu au début, c'est un contre-pouvoir. Expliquez-nous pourquoi. Alors, pourquoi ? Parce que si vous voulez, la Ve République, le président est élu sur un programme. Mais c'est normal que les gens votent pour les députés, il applique ce programme. Il lui donne une majorité. Mais si vous voulez, c'est un vote tout de suite après le président de la République. Et on peut avoir quand même parfois peut-être des extrêmes s'il y a des problèmes graves au niveau économique ou autre qui arrivent au pouvoir. Et donc le Sénat est un contre-pouvoir. On me dirait, ça va peut-être pas arriver, mais on sait que c'est arrivé dans l'histoire. Et je pense qu'il faut conserver aussi le Sénat pour ça. Mais il n'est pas uniquement pour ces extrêmes, si vous voulez, pour ce qui se passerait au niveau d'extrême, ce qui peut arriver malgré tout, mais le Sénat est là pour contrôler aussi le gouvernement. On l'a vu plusieurs fois dans les derniers 6 ans. Avec les commissions d'enquête, aussi par le exemple. Sénat intervient auprès des communes et relaie les problèmes des communes et des habitants auprès du gouvernement, si vous voulez. Et bien sûr, il y a les députés aussi, mais je pense que dans un département rural, il n'y est pas trop d'avoir des députés, des sénateurs pour aller près des communes, des communautés de communes. Vous savez que, avec la grande région, maintenant, oui. C'est le département qui est effectivement incontournable, mais aussi tous les problèmes qu'il y a avec la loi NOTRe, il faut les faire remonter au niveau du gouvernement pour qu'il puisse y avoir une amélioration, si vous voulez. Et aussi quelque chose, on est intervenu donc avec Éric, souvent pour le POLT. Le POLT, on est intervenu... On n'a pas arrêté continuellement d'écrire, de poser des questions au gouvernement. Maintenir une forme de pression. Parce que quand même, cette ligne, on allait de Limoges à Paris en 1980 en 2h50. Oui. Maintenant, on met 1 heure de plus. Donc, on a été délaissé par un peu tout le monde. Et oui. Donc, on a appuyé. Et j'espère que le gouvernement tiendra sa
parole. On sera d'ailleurs tous les 4 vigilants, je suppose, pour le dire, oui, parce qu'il faut absolument que les 2 milliards qui sont prévus soient sur la table, soient bien inscrits et appliqués dans le projet de loi de finances. Christian Redon-Sarrazy, quand vous vous dites « je me lance, je vais au sénatorial », c'est quoi qui vous anime ? C'est poursuivre un engagement qu'on a commencé le jour où on s'est présenté conseiller municipal, puis quand on est devenu maire et à la communauté de communes. C'est-à-dire qu'on élargit un petit peu le périmètre de son intervention et je dirais, avec le temps, on a une connaissance de plus en plus aiguë des problèmes, des situations et on a envie de porter plus loin, d'aller plus loin, de s'engager plus avant au service du territoire. Isabelle Briquet, vous faites partie des 24 sénatrices qui ont été élues pour la première fois en la Haute Assemblée. Il y a encore une sous-représentation des femmes. C'est un regret, je suppose, pour vous. Est-ce que c'est dû au corps électoral aussi, qui est fait de beaucoup d'hommes finalement, ou pas ? C'en est une des résultantes, mais là aussi, il faut commencer à faire évoluer la base. Et singulièrement, il y a quand même pas mal de femmes qui ont été nouvellement élues maires. La parité aussi a apporté pas mal de renouveau dans les conseils municipaux. Ce qui fait que, sans doute, j'espère qu'avec le temps, les choses évolueront, mais il y a encore une bonne marge de progression à la Haute Assemblée. Je vous voyais faire non, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on vote pour un homme, c'est ce que vous voulez dire ? Bien sûr, je pense. Oui, notre famille politique avait pris le soin d'avoir un homme et une femme candidates, d'avoir la parité dans ses candidats. Ce qui n'était pas le cas partout. Le coût du Sénat est fréquemment pointé du doigt également. Au 1er janvier 2020, le montant brut mensuel, vous m'arrêtez si je me trompe, des indemnités des sénateurs, c'était 7 239 €, c'est ça ? Est-ce que le Sénat coûte-t-il trop cher ? Comment vous répondez à quelqu'un qui viendrait vous dire « mais vous gagnez trop pour la tâche qui est la vôtre », Éric Jean-Sanotta, qu'est-ce que vous diriez ? Vous êtes uniquement là sur le fait de la rémunération des sénateurs. Ouais. Alors moi, ce que je vais dire... C'est important pour le public, ça. Oui, alors la démocratie, elle a un coût. L'indépendance de ses élus a un coût également. Et je pense que voilà, c'est un des éléments. Ensuite, le coût de la démocratie, le coût du Sénat, globalement, c'est 5 € par an et par habitant. Donc le coût de l'Assemblée nationale, je crois qu'on est aux alentours de 7 ou 8 €, et l'Élysée, 4 €. Voilà, c'est le prix de la démocratie française, où beaucoup de pays nous regardent quand même avec envie. La démocratie représentative, une personne beaucoup plus célèbre que moi a toujours dit que c'était le plus mauvais des systèmes, mais qu'on n'en avait pas trouvé de meilleur. Pire, quoi, c'est ça. Voilà, qu'on n'avait pas trouvé de meilleur. Donc, voilà, je pense qu'il faut toujours relativiser et bien se dire que la démocratie a un coût et que le coût de la République française, au regard de certaines autres activités, est modique finalement. C'est modique parce qu'au bout de ça, c'est la liberté. Puisqu'on parle d'argent, l'un des problèmes qui a été soulevé pendant cette campagne des sénatoriales, c'est la fin de la réserve parlementaire. Daniel Chassaing, je vous vois opiner du chef. Oui. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer, pour nos téléspectateurs, en quoi consistait cette réserve parlementaire ? Qu'est-ce que c'est ? Si vous voulez, en gros, tous les parlementaires avaient droit à environ 150 000 € par an qui distribuaient auprès des mairies, auprès des associations. De leur territoire, en général. Oui, non, du département. Oui. Du département, de leur département. Et donc, c'était quelque chose qui était apprécié. Alors, on a dit c'est du clientélisme. Pas du tout. Moi, j'ai donné, mon collègue aussi, a donné des subventions à tous ceux qui en demandaient. Mais il y avait un choix à faire quand même parfois. Ce que le législateur n'a peut-être pas perçu quand ils ont enlevé la réserve parlementaire, c'est que lorsqu'on allait dans les communes rurales, bien, on voyait le dossier, on voyait les problèmes des communes, on discutait avec le conseil municipal. Lorsque le dossier était réalisé, souvent on revenait, on voyait les habitants. Et lorsque on donnait des subventions aux associations, les associations ne votent pas pour nous, c'était pas pour avoir de la clientèle, mais ça apportait un plus très important aux associations, notamment les associations rurales. Donc moi, dans les 6 ans qui viennent, je demanderai je souhaiterais, j'espère qu'on sera nombreux à ce que cette réserve parlementaire puisse être redonnée par le futur président de la République
on peut très bien dire, par exemple, que le préfet, parce qu'il y a eu peut-être certains qui ont donné beaucoup à une seule association, enfin, c'est pas arrivé dans le Limousin. Il y a eu des reproches d'opacité. Peut-être. Mais je pense qu'il faudrait remettre cette réserve parlementaire. Alors, il faut affiner, peut-être savoir comment il faut la remettre, mais peut-être, par exemple, le préfet pourrait dire c'est moi qui remets cette réserve parlementaire après avis simplement du parlementaire. Mais c'était quand même quelque chose de très important qu'il faudrait remettre. Éric Jean-Saneta ? Le contrôle existait parce que avec Jean-Jacques Lozach, nous avons toujours versé la subvention de la réserve parlementaire aux communes. Donc nous avions... C'est un principe que vous vous étiez fixé. Principe. Le Sénat représente les collectivités, donc les réserves parlementaires aux communes. C'était trop simple à mon sens. Mais il y avait quand même une délibération, un contrôle de la légalité, remonté au ministère de l'Intérieur et un arrêté du ministère de l'Intérieur qui indiquait subvention exceptionnelle du ministère de l'Intérieur. Et pour le coup, ça devait être trop simple. Et moi, ce que je n'ai pas du tout apprécié, un des éléments, nos collègues de l'Assemblée nationale d'ailleurs, peut-être aujourd'hui le regrettent, c'était dans le cadre de la loi de moralisation. Oui. Ça a mis, comme vous dites... trop loin, quoi, pour vous? C'est trop loin, parce que moi, je connais aucun de mes collègues au Sénat, quelles que soient les bandes sur lesquelles ils siègent, où sa morale pouvait être mise en cause dans la distribution de cette subvention exceptionnelle. Alors, il nous reste 6 minutes d'émission. Dans l'optique d'être un véritable contre-pouvoir, les sénateurs participent à des missions d'information, des commissions d'enquête qui ont montré leur utilité dans des affaires comme l'affaire Benalla, Lubrizol. Comment est-ce que vous voulez vous investir dans ce type de commission ? Il faut faire des choix. En ce moment, Isabelle Briquet, par exemple, on candidate donc à des commissions. Comment ça se passe ? On candidate déjà aux commissions permanentes, qui sont les 7 commissions classiques du Sénat. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on pourra être membre de tel ou tel. De même pour les commissions d'enquête, là aussi, ça ne veut pas dire. Mais c'est vrai qu'il y a un intérêt. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'affaire Benalla, c'est un petit peu ce qui a mis en lumière, et fort heureusement... Avec des retransmissions télévisées de ces interrogateurs. L'action du Sénat, des sénateurs, et on voit bien... pour ceux qui ont suivi, la pertinence de ces commissions et la pertinence du travail qui y est fait. Donc, c'est vrai que là, du coup, et fort heureusement, ça a mis un petit peu un coup de pied à l'aspect un petit peu que vous évoquiez en début d'émission. Oui. C'est pas du tout ça. Ça a vraiment tout son sens. Et ce sens de contrôle du gouvernement, et par le biais des commissions d'enquête, c'est fondamental aujourd'hui dans notre démocratie. Christian Redon-Sarrazy, vous aimeriez vous investir sur des dossiers en particulier ? Un intérêt particulier pour la Commission des affaires économiques, ou éventuellement la Commission aménagement du territoire. Et en termes de délégation, j'ai sollicité l'inscription à la délégation des collectivités territoriales. Mais bon, là, tout dépend. Les nouveaux sénateurs sont servis, si j'ai bien compris, après. Donc, mais c'est pas un bizutage. C'est parce qu'il y a besoin d'une continuité dans le travail. Et donc, des collègues déjà élus qui sont dans les commissions, ils restent pour qu'il n'y ait pas de rupture et que le travail puisse avancer. Daniel Chassaing, vous-même, vous avez participé à l'audition d'Olivier Véran dans le cadre de... Non, je vais participer. Oui. Là, prochainement, il y a une audition mercredi. Pardon. Et pour vous, c'est important ? Pour nous, bien sûr, c'est important. Et actuellement, on va travailler sur le Ségur de la santé et surtout sur la dépendance. Et on espère qu'on apportera, le gouvernement, mais nous, le Sénat, on apportera des éléments pour qu'il y ait plus de personnel dans les EHPAD et aussi que le personnel à domicile soit moins précarisé. C'est vraiment quelque chose, je pense, c'est la 5e branche de l'assurance maladie. Elle intervient au moment où la sécurité sociale, bien sûr, va avoir des déficits, mais je pense pour l'avenir, c'est quelque chose de très, très important pour nos concitoyens, pour les départements, pour que la sécurité sociale prenne en charge l'autonomie. Éric Jean-Saneta, sur quel dossier le Sénat devra-t-il être une veille dans les prochaines semaines, les prochains mois, selon vous ? Le plan de relance. Le plan de relance. La question de la conditionnalité des aides du plan de relance est particulièrement peut-être que ce sera un des éléments de notre réflexion, mais le PLF, le projet de loi de finances 2021, arrive dans une semaine au Sénat, en commission. Nous avons auditionné d'ailleurs avant-hier Bruno Le Maire sur la présentation de ce projet de loi de finances. Et dans ce projet de loi de finances 2021, il y a le plan de relance, 100 milliards. On voit aujourd'hui les inquiétudes qui sont partout en France sur une recrudescence de l'épidémie.
peut-être la fermeture de certains établissements dans certaines villes de France. Une deuxième vague de précarité aussi. Une deuxième vague de précarité. Donc nous avons, l'obligation, les parlementaires, les représentants du peuple français, de nous investir pour que notre pays se rebondisse dans cette pandémie et cette crise sanitaire très sérieuse. Dernière question, Daniel Chassaing. Est-ce qu'il faudrait modifier la représentativité au Sénat ? Certains voudraient que les grandes villes, les conseils régionaux soient mieux représentés au sein de cette Assemblée. Pour vous, ça serait une bonne chose ou pas ? Non, mais oui, il faut que justement les départements ruraux soient bien représentés. Parce que, si vous voulez, le sénateur, quand il est dans une grande ville, il joue peu de rôle. Il fait la loi, mais il n'a pas de rapport direct avec les élus. Alors que dans la ruralité, si vous enlevez par exemple un sénateur en Creuse, s'il n'y en a qu'un ou en Corrèze... On a déjà enlevé un député. Non, d'accord, mais oui, mais c'est pas forcément bien. Et si on enlève aussi un sénateur en Corrèze, ou s'il n'y en avait qu'un en Haute-Vienne, ce ne sera pas le cas parce que la Haute-Vienne est plus peuplée, mais un sénateur en Corrèze, il n'arrivera pas à avoir toutes les communes. Il faut... Et les gens, si vous voulez, ça fait partie de la démocratie. Ils sont très contents lorsqu'on vient chez eux, lorsqu'on parle avec la municipalité, lorsqu'on rencontre les personnes. Et un sénateur ne peut pas faire tout ça, c'est pas possible. Christian Redon-Sarrazy, d'un mot, dans 6 ans, vous aimeriez avoir accompli quoi ? Vous aimeriez avoir quel type de bilan ? J'aimerais avoir contribué à rattraper un certain nombre de retards contre la Haute-Vienne. En termes d'aménagement du territoire, nous avons quand même pris quelques points de retard, donc en termes de routes, de rails, de désenclavement, oui. en termes d'énergie renouvelable, en termes d'accès à la médecine, on l'évoquait tout à l'heure, en termes de numérique. Je crois que les sujets ne manquent pas, mais ils sont structurants pour les années à venir. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Elle sera disponible en replay sur le site de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Dans un instant, c'est le Flash Info avec Christophe Baudin, puis Dimanche en politique continue. À Paris, Francis Letellier reçoit aujourd'hui le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. La semaine prochaine, un Dimanche en politique spécial Grande Région. Je serai en compagnie de Franck Omer et Jérôme Villain pour interroger le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Émission spéciale à partir de 11h, donc sur France 3 Limousin, France 3 Aquitaine et France 3 Poitou-Charentes. Très bon dimanche à tous et merci de votre fidélité.